Je suis prêt à être largué sur Moscou. J'attends vos ordres pour combattre le péril rouge, le communisme, le mal absolu, la collectivisation, les goulags, la torture, le trotskisme. Nous sommes prêts, président. Larguez. Pardon, un instant. J'entends une voix. Le communisme n'existe plus depuis 1991. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qui est notre ennemi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis comme ces soldats japonais retrouvés sur des îles et qui ont fait la guerre durant 60 ans sans savoir que la guerre était finie. Nom d'une pipe, on m'aurait menti. Le communisme n'existe plus. Le bon vieux temps de la LVF n'est plus là. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire si notre ennemi, le péril rouge, n'est plus? Mais alors, qui est notre ennemi? La Russie? Mais si la Russie n'est plus communiste, si la Russie est un pays libre, bon, certes, un peu autocratique, mais où la liberté d'entreprendre existe, où la liberté de circuler existe, ben, la Russie ne serait pas forcément notre ennemi. Mais alors, pourquoi cette extension de l'OTAN si le communisme n'existe plus? Pourquoi l'OTAN s'est-il autant développé? Pourquoi mettre des missiles balistiques et des bases américaines en Pologne, en Roumanie, éventuellement en Ukraine? Si la Russie est un pays démocratique, il y aurait sans doute autre chose. Quelque chose qui s'appelle la mondialisation du monde. Notre ennemi, d'abord, bonjour, bienvenue sur Histosophie politique. Et nous allons essayer aujourd'hui de décrypter réellement qui est l'ennemi des peuples et des nations. Le communisme n'existe plus. Il s'est écroulé en 1991, comme vous le savez. Bon, la Chine se dit toujours communiste, mais c'est un communisme, je dirais, plus de... pas d'apparence, mais de philosophique, d'un point de vue philosophique, parce qu'en Chine, il y a une totale liberté d'entreprendre. Moi, j'ai des fournisseurs chinois avec qui je travaille, et je peux dire qu'ils sont heureux, ils commercent avec le monde entier, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors oui, certes, ce sont des pays autoritaires, comme la Russie, hein, il ne faut pas le nier, ou même comme le Cambodge où je vis, ce sont des pays qui ont des bornes à ne pas dépasser. Voyez-vous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, comme au Cambodge ou en Thaïlande d'ailleurs. Parce que la Thaïlande, on parle de la Thaïlande également comme un pays démocratique, mais c'est aussi démocratique que le Cambodge, hein. Sauf que eux sont plutôt pro-américains, et le Cambodge plutôt pro-chinois, mais il est ouvert à tout le monde, il n'est pas tellement engagé. On va dire que le Cambodge est un pays plutôt neutre, dans l'absolu, mais en Asie, la domination chinoise fait que, de toute manière, vous n'avez pas trop le choix, hein. Mais une fois de plus, totale liberté d'entreprendre, totale liberté de circuler, il n'y a pas eu toutes ces contraintes imposées par les gouvernements français durant le Covid. Le Covid a été extrêmement bien traité au Cambodge, d'une manière très intelligente, pas à pas, sans prendre de grandes décisions. Nous sommes en guerre, n'est-ce pas, président? Mais moi, j'attends toujours d'être largué sur Moscou, hein. Quand on fait la guerre, il faut la faire réellement. On ne peut pas faire la guerre à moitié, hein, ce qui se passe aujourd'hui avec l'OTAN. Alors, pourquoi l'OTAN s'est autant développée? Si on n'a plus d'ennemis, si le communisme n'existe plus, alors c'est soit on se crée un ennemi parce qu'on a besoin d'un ennemi, ça c'est les États-Unis ont toujours eu besoin d'un ennemi, soit c'est totalement psychologique, quelque chose qui dérange, deux modèles de société. Et ça, je pense que c'est plutôt le cas. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la Russie, ou on va dire tous les pays non alignés, non Netflixisés, non otanisés,
sont des pays qui dérangent. Alors, je vais citer certains nombres d'entre eux, je vais peut-être en oublier, mais vous avez l'Inde, par exemple, qui est un grand pays, une grande culture, un énorme pays, la Chine, la Russie, bon ça, vous vous en doutez, mais il y a aussi, bien évidemment, le Brésil, l'Argentine, le Salvador, bon, Cuba, mais la Corée du Nord, mais voilà, et l'Iran, la Syrie, et bien d'autres. Le Cambodge, le Vietnam. Ouais, les Vietnamiens sont, comme la Chine est un ennemi un peu héréditaire, ils se sont rapprochés des États-Unis, mais doucement. Donc, je sais pas, le Laos, la Thaïlande, oui, c'est compliqué. Elle est quand même pro-américaine d'une manière générale, comme Taïwan, mais c'est parce que, si vous voulez, ils n'ont pas trop le choix, ils ont une crainte d'être envahis. Mais bon, voilà, il y a un certain nombre de pays dans le monde qui sont non alignés sur les États-Unis et qui n'acceptent pas ce modèle de société. Hein, je vais vous mettre encore quelque chose d'assez comique encore dans une université américaine, enfin des LGBT, Antifa, enfin etc. On va dire la destruction de la société occidentale depuis la déconstruction, depuis 68, on va dire d'une manière générale. Free speech! Free speech! I don't give a fuck about that Free speech, baby! Anti-speech Nazi! Get your fucking camera away from me! Get your fucking camera away Then from if me! you don't... You get the fuck out of here! Give Fuck me your you and your name! fucking camera! Give me My your name name. is Jay! Fuck you! It's that. Free speech! Free speech! Fuck you! Free speech! All right. How about a name? Come on, give us your name. Come on, have some courage. How about name for you? Fuck you. How about a name? Are you a woman or a man? I don't know what you are. Good for you. I'm trying to figure it out. Okay. Ce n'est pas accepté en Russie, ce n'est pas accepté en Chine. Au contraire, la Chine est dans un mouvement de si vous voulez, ils disent qu'il y a trop entre guillemets, de féminisation de la société. Ils veulent rendre la société plus virile. Pour vous dire, vous voyez, c'est quand même loin de chez nous. Alors, il y a bien évidemment en dessous de tout ça une guerre économique qui se joue. Et vous avez remarqué qu'en fait les États-Unis, alors il y a deux choses, hein. Il y a une guerre idéologique et une guerre économique. La guerre idéologique, c'est ce que je viens de décrire, c'est qu'en fait c'est le modèle de la société occidentale est refusé dans un certain nombre de pays et à raison. Et il y a également un modèle, une guerre économique. La guerre économique, c'est quoi? C'est tout simplement que la Russie est un énorme producteur de matières premières, même si elle a un tout petit PIB et qu'elle a une économie relativement petite comparée à l'Europe d'une manière générale, ou aux États-Unis, ou à la Chine, elle détient quand même je sais pas, 50% des réserves mondiales de ressources énergétiques. C'est énorme. Et les États-Unis ont également des ressources énergétiques, mais ils ne peuvent pas les vendre, ou d'une manière générale, ou ils n'en ont pas assez, ou ils veulent... Bon, toujours est-il que, remarquez bien ce qui se passe, c'est que on a tout interdit à la Russie, sauf les matières premières, notamment le gaz. Et vous savez que même là, en ce moment, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, le gaz continue d'être acheté et circule dans les pipelines, deux pipelines, celui de l'Ukraine et le premier Nord Stream, pas le 2, qui a été médiatiquement refusé par l'Allemagne. Et l'Allemagne continue à acheter son gaz, la France continue à acheter le gaz, les pays européens continuent à acheter du gaz russe. Hein, voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Donc on interdit SWIFT, sauf pour les sociétés
énergétique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, mon Dieu, Photoshop va être interdit en Russie. Mais comment les Russes vont survivre sans Photoshop? Ou AutoCAD ou Microsoft? Ouh là là. Mais c'est tellement débile, tellement idiot. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Russes? Ils vont développer leur propre système. Ils vont travailler avec la Chine, avec l'Inde. Ils vont développer leur propre plateforme, leur propre AutoCAD, leur propre Photoshop. Mais je veux dire, c'est d'un ridicule. Si on fait la guerre, et l'OTAN a les moyens de faire la guerre, vous savez, même si elle est un peu désorganisée, etc. Mais les Russes, moi je vais vous donner quelques chiffres, hein, parce que moi je ne les avais pas en tête. Hein. L'OTAN a une force d'action rapide de 40 000 hommes. D'accord? Mais elle a virtuellement, je dis bien virtuellement parce que je ne sais pas où en est l'état exact, elle a virtuellement 3 millions d'hommes, dont la moitié c'est des Américains, il ne faut pas se leurrer. Tous les chiffres que je vais vous donner, la moitié c'est des Américains. Hein. La Russie, 1 350 000. L'OTAN a le double en ressources humaines. Je veux dire, en nombre de chars, c'est presque équivalent. La Russie un peu plus, parce qu'elle a, je crois, dans les 13 000 chars. Mais l'OTAN en aurait tout regroupé dans les 12 000 ou 10 000. En nombre de têtes nucléaires, c'est à peu près pareil. Donc vous voyez, c'est très... en nombre d'avions, il y a plus d'avions de chasse à l'OTAN qu'en Russie. Ouais. Donc si jamais on voulait faire la guerre, d'accord, comme certains disent, notamment notre bien-aimé Premier ministre, si on veut faire une guerre, il faut la faire, il faut s'en donner les moyens. À ce moment-là, il aurait fallu envoyer 10 000 tanks en Ukraine, à la frontière est-ouest, et tout bloquer, et tenir tête à Poutine. D'accord? Mais on ne peut pas faire semblant de tenir tête à Poutine et en même temps de ne pas vouloir faire la guerre. Donc ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc ça c'est encore cette faiblesse occidentale, cette société qui s'auto-détruit, qui se déconstruit, alors qu'en face vous avez des pays qui sont en train de se construire. Et ils vont se construire encore mieux et encore plus avec les sanctions. Vous voyez? Ça va les obliger à violemment se remettre en question. L'industrie aéronautique va être développée, mais pas que, l'industrie du logiciel, enfin bon, voilà. Donc la France va souffrir. Pourquoi? Parce que en fait, les Français, enfin l'Europe d'une manière générale, et l'Allemagne en plus, hein, encore plus que la France, parce qu'en France nous avons encore du nucléaire, on peut tenir dans les quelques mois sans l'approvisionnement russe. Que ce soit du blé, ou que ce soit du gaz, du pétrole, etc. Donc l'Allemagne commence à faire du gaz de schiste. Alors que l'Allemagne est un pays écolo. Non mais, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi ce qu'on vit. Soit on décide de faire la guerre, ou de tenir tête violemment à la Russie, et on s'en donne les moyens. L'OTAN en a les moyens, je vous l'ai dit. Bon, c'est des troupes américaines, 50% de tout ce qu'il y a et l'OTAN est américain, d'accord? Et les Américains, voyez-vous, ils ne sont pas très intéressés d'aller faire la guerre en Europe. Parce qu'en fait, plus l'Europe se détruit, pour les Américains, mieux c'est. Vous voyez? Si Airbus Industrie pourrait faire faillite, bah, ça serait bien, hein. Ça serait pas mal pour Boeing. Et Airbus Industrie va peut-être faire faillite, parce que vous savez, les Russes, ils ont une énorme flotte d'Airbus, mais ils ne peuvent plus l'utiliser. Ah, c'est bête. Donc, il n'y a plus de maintenance, plus de pièces détachées, plus de... Voilà, d'accord? C'est un énorme marché, la Russie. L'aviation civile, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, on va faire des détours, enfin bon, bref. Donc, d'un point de vue géopolitique et militaire, ce qu'on fait est nul. Absolument nul. Soit on tient tête à Poutine et on envoie l'armée, soit on fait rien. Il vaut mieux rester neutre et dire et à ce moment-là, comme je disais la dernière fois, estimer que c'est plus une guerre civile qu'autre chose, parce que c'est le cas. D'accord, c'est une guerre qui date depuis 2014, qui traîne, avec cette histoire de Donbass, etc. Moi, une fois de plus, je ne suis pas spécialement parti pris, d'accord? Moi, je combats le mondialisme, la mondialisation. C'est ça mon ennemi, d'accord? Et je conclurai là-dessus. Mais d'un point de vue historique, hein, pour prendre la trame de la chaîne, d'un point de vue historique, comme je le disais la dernière fois, mais l'Ukraine et la Russie, c'est des cousins. Je veux dire, les Vikings qui ont créé la Russie se sont installés à Kiev. C'est eux, au 8e, 9e siècle, qui ont créé la Russie. Hein, les Russes.
Et puis de fil en aiguille, je veux dire, il y a ce qui est intéressant, ce que disent aussi beaucoup d'autres spécialistes, encore plus spécialistes que moi sur la région, parce que bon, moi je vois ça de loin, mais vous savez, je suis suédois, ma mère était suédoise, et donc j'ai souvent été en Suède. Et alors pourquoi la Suède et la Finlande réagissent assez violemment aujourd'hui? Parce qu'en fait, historiquement, il y a toujours eu un conflit alliance entre la Suède, la Pologne, la Lituanie et la Russie. C'est une ancienne histoire, et la Finlande bien sûr. Donc c'est une ancienne histoire. Et il y a vous savez, il y a une rancœur qui va au-delà de l'idéologie politique. La Russie et l'Ukraine, c'est le même peuple, et elle aurait pu devenir une nation. Mais le communisme a créé cet empire qu'on connaît aujourd'hui, mais l'empire russe actuel est l'héritier de l'empire communisme. Sans tous les pays, un certain nombre de pays satellites qui se sont extraits de cet empire. Pologne, Roumanie, Lituanie, etc. Et le problème avec l'Ukraine, c'est que l'Ukraine est devenue une nation. Voyez-vous, au contact de l'Europe et de l'Occident, elle est devenue une nation. Et elle veut plus s'intégrer dans l'empire russe. Même si une partie de sa population est russe ou russophile, elle a gagné cet esprit nationaliste. Et donc, ces deux camps nationalistes, donc les pro-nationalistes au sens de la nation, etc., et les anti-mondialistes, dont je fais partie, vont plutôt soutenir donc le gouvernement de Poutine. Parce qu'ils luttent contre la mondialisation. Vous comprenez? Ils luttent contre cette décadence du monde occidental. Oui, il y a des Tchétchènes qui combattent en Ukraine, des musulmans. La Russie est un État multiethnique, multiconfessionnel. C'est un empire. Maintenant, d'un point de vue politique, mais pour terminer, on va dire, notre ennemi, c'est le mondialisme. C'est réellement le mondialisme. Regardez ce qui se passe en Espagne. 1000 Africains subsahariens qui envahissent l'Europe. Si nous voulons sauvegarder la civilisation européenne, il vaut mieux imiter Poutine en ce moment que les États-Unis. D'accord? Les États-Unis, ils sont en dehors de ce qui se passe en Europe. Ne vous inquiétez pas, ils savent se protéger. D'accord? Par contre, nous, l'Europe, on est une sorte de laboratoire. Au-delà de la crise économique qui va arriver à cause des sanctions avec la Russie, le fait que la Russie va solidifier des accords économiques et politiques, voire militaires avec les Chinois, l'Inde ou le Brésil, enfin les BRICS d'une manière générale, c'est au détriment de l'Occident. Nous perdons sur le point de vue civilisationnel avec une sorte de surimmigration venant d'Afrique. Nous allons perdre sur le point de vue économique avec les sanctions et les effets boomerang. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La mondialisation est en train de créer un laboratoire en Europe occidentale. Donc quel est l'avenir pour la France, pour nous Français? C'est 1, de faire élire Zemmour. 2, sortir de l'OTAN, alors ok, du commandement de l'OTAN. En tout cas, de créer cette troisième voie. J'ai vu certains youtubeurs connus, c'est des stars du milieu nationaliste, se poser des questions métaphysiques sur le rôle de la France, qu'il fallait créer une troisième voie, etc. Alors, juste comme ça, pour répondre, ça existe. Hein. Ça s'appelle le gaullisme. Qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle? Il a créé une France qui n'était pas alignée, qui peut être alignée avec les États-Unis dans certaines circonstances, ou avec le monde russe, chinois, indien, brésilien. Le rôle de la France est cela, d'être une troisième voie, un pays à la puissance nucléaire et une puissance militaire non alignée, qui va permettre de parler d'homme à homme et sérieusement avec M. Poutine et de trouver des solutions pour faire la paix le plus rapidement possible en Europe et surtout d'enlever ces sanctions stupides et de contrecarrer le mondialisme. D'accord? Je le répète, notre ennemi est le mondialisme. Oui, ce qui se passe en Ukraine est dramatique. Il faut arrêter cette guerre qui est un non-sens. C'est une guerre du mondialisme. Je veux dire, même les nationalistes qui se battent en Ukraine, ils se battent
pour la mondialisation. L'Ukraine, c'est un pays créé par les États-Unis. Il y a certainement des gens de bonne volonté de chaque côté. Aucun doute là-dessus. Mais il faut essayer d'avoir une vision plus large, plus géopolitique, à plus longue portée et durée. Donc il faut mettre fin à cette guerre, nous sommes tous d'accord. Mais il ne faut pas mettre fin à la lutte contre la mondialisation. Et pour l'instant, c'est plus le régime de Poutine qui le fait que l'Europe, qui est à la solde de la mondialisation. Donc, il faut que la France, aux prochaines élections, marque sa différence. Votez intelligemment. Votez intelligemment, révoltez-vous. On ne peut pas avoir encore 4 ans de Macron. 5 ans de Macron, c'est pas possible. On va droit dans le mur. Ça sera une catastrophe économique, géopolitique. On va droit dans le mur si Macron est réélu. Soyez-en sûrs. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci.